Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Le thème que nous allons vous présenter aujourd'hui est celui du machine learning. On va plus précisément vous parler de modèles prédictifs sous un angle métier, celui du marketing. Et au travers de deux cas d'usage, on va aborder avec vous quels bénéfices ont pu en tirer donc les deux directions marketing. On va aller sur deux secteurs très différents, l'automobile d'un côté et un opérateur télécom de l'autre. Et on va voir avec vous quels sont les facteurs clés de succès qu'on a mis en place pour réaliser ce type de démarche, enfin qu'on a pu en tirer en tout cas. Donc, bien évidemment, c'est un webinaire, donc n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de la session et on prendra un temps en fin de session pour y répondre. Alors, juste avant de démarrer, nous allons nous présenter. Donc, moi, je m'appelle Julien Samarc. Je suis directeur au sein de la practice Digital Data chez Axis Consultant. Axis Consultant, en deux mots, c'est un cabinet de conseil en management avec environ 220 consultants, plusieurs practices, achats, finances, change et également plusieurs filiales. Et au sein de la practice Digital Data dans laquelle je travaille, nous accompagnons les grandes entreprises dans leur transformation digitale et data, que ce soit de la définition en amont de stratégies data-driven jusqu'à l'exploitation des données pour optimiser les parcours, l'expérience client et aller chercher du ROI. Pour valoriser notre offre, on a en complément un lab IA qui nous permet, avec une approche IA as a service, où on va développer justement notamment des principes de machine learning qu'on vous expliquera aujourd'hui. Mais avant de démarrer, Marc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi également, je suis manager au sein de la practice data et digital d'Axis Consultant, la même que Julien, et j'ai exercé depuis 20 ans diverses fonctions dans le marketing digital et le conseil, notamment sur les problématiques data, CRM et e-commerce. Et donc je suis familier de toutes ces problématiques-là. Et donc j'aurai le plaisir de vous parler notamment du cas d'usage de l'opérateur télécom. Alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler le webinaire. On va d'abord vous présenter le contexte de ces deux études de cas. Donc, moi, je vais m'occuper de l'automobile et vous expliquer donc pourquoi nos clients en fait ont eu recours à une démarche de machine learning, pour quel objectif, ça c'est très important, et avec quel set de données on a travaillé. Puis après, on passera en revue justement les différents facteurs clés de succès, avec en parallèle à chaque fois les deux études de cas. Alors Marc, je te laisse démarrer. Oui, donc le premier cas d'usage qu'on voulait vous présenter, c'est un opérateur télécom, et on voulait commencer par un exemple concret en fait de risque à la souscription lors d'une souscription d'un abonnement à forfait plus mobile, pour mettre en exergue un peu le type de risque que ça souhaitait prévenir en fait cet opérateur télécom. Donc là ici vous avez un exemple en fait un modèle d'engagement en fait sur 24 mois d'un mobile à 220 euros plus 8 euros par mois pendant 24 mois. Et c'était au lieu de 459 euros sans engagement. Donc c'est le modèle qu'on a pris en exemple, c'était un Apple iPhone SE. Et donc en fait, s'il y avait un risque de défaillance dans les 24 premiers mois de l'abonné, du souscripteur, et ben en fait, en termes de perte pour l'opérateur télécom, ça représente en fait 192 euros de perte sèche en fait, si jamais il fait défaut pour fragilité économique et qui génère un impayé. Si jamais il s'agissait d'un fraudeur, eh ben en fait à ce montant-là, il faudra ajouter en fait les 220 euros en plus du mobile qui serait perdu également en perte sèche pour l'opérateur, ce qui ferait une perte totale en fait d'un montant de fraude de 422 euros. Et donc bien évidemment, cet opérateur avait mis en place des contre-mesures, notamment par exemple avec des orientations vers des canaux de paiement plus sécurisés, que, typiquement sur le canal internet avec du 3D Secure, mais ça peut être également la demande d'un montant de garantie ou une optimisation de la date de prélèvement. Ce qu'on va voir également, donc du coup, dans ce cas d'usage, c'était la mission sur laquelle nous sommes intervenus. Donc, l'idée, c'était que, d'une part, on identifie tous les clients qui avaient une fragilité économique et qu'on considérait à risque. Et d'autre part, qu'on identifie les clients qui étaient potentiellement frauduleux. Donc, deux types d'identification et deux types de modèles qu'on a dû mettre en place. Et donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un score de fragilité économique et un score de fraude. Donc, bien évidemment,
une fois qu'on a modélisé, qu'on a entraîné ce modèle, on a fait en sorte d'automatiser les contrôles et les contre-mesures qui sont associés à ces niveaux de risque pour chacun. Et un des principaux enjeux, notamment, c'était de ne pas surpondérer le score de risque afin de ne pas nuire en fait au business et impacter les volumes de vente. Ce qui est pratiquement important dans la mise en place d'un score d'analyse de risque, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il faut absolument réussir à diminuer la subjectivité des critères utilisés entre les différents conseillers de la cellule risque et fraude qui font l'évaluation des différents souscripteurs, parce que ce qui est important, c'est de faire en sorte que, quel que soit le conseiller, on arrive à avoir une évaluation qui soit relativement homogène entre les différents conseillers. Et également, ce qui est important, c'est de réussir aussi à maintenir cette homogénéité dans le temps, parce que ce dont on s'est aperçu quand on a accompagné cet opérateur au début, c'est qu'il y avait une fluctuation avec des variations saisonnières assez importantes en fonction soit des effectifs et effectivement des conseillers qui faisaient l'évaluation, ou en fonction de la période, avec des périodes plus, on va dire, ouvertes et des périodes plus restrictives, en fait, notamment sur la possibilité de souscrire des forfaits. Et donc ça, l'idée, c'est que l'outil de score, il permette en fait d'obtenir cette homogénéité et cette fluidité tout au long de l'année et également en fonction des équipes qui s'appuient dessus. Un mot simplement pour vous décrire un peu le contexte de cette activité qui était au centre d'une cellule de contrôle de risque et de recouvrement, pour que vous compreniez un peu de quelle façon en fait le process fonctionnait. Il faut savoir qu'en entrée, en fait, il y avait différents types de canaux de souscription, donc en point de vente, un canal digital ou téléphonique. Et au terme de cette entrée, il y a à peu près 70% de dossiers qui sont retenus. Donc là, c'est les gens qui sont en souscription. Et une fois que ces dossiers ont été donc validés, donc l'abonnement a été validé, on avait à peu près 30% sur le segment de clientèle sur lequel nous étions missionnés pour travailler, qui rentraient en fait en plan de relance pour impayés. Et donc l'idée, c'était que justement, on aille optimiser effectivement ces entrées en plan de relance et qu'on optimise en fait le fait qu'il y ait de moins en moins en fait de souscripteurs qui rentrent en plan de relance. Ensuite, le plan de relance qui dure environ 72 jours était activé et au terme de ce plan de relance, si jamais il n'était pas parvenu à récupérer les fonds, on avait environ 3 à 4% d'impayés. Donc 3% qui était à peu près imputable à la fragilité économique des souscripteurs et 1% qui était imputable à la fraude. Et donc l'objectif du client notamment, c'était d'abaisser ce taux et si possible de l'abaisser de moitié à peu près. Donc si on doit faire une synthèse un peu des gains métiers attendus par le score, par les deux scores de fragilité et de fraude, la première c'est effectivement d'identifier de façon plus précise et plus homogène dans le temps les souscripteurs à contrôler. Dans une deuxième temps, c'était également de faire en sorte d'augmenter et de maximiser la fiabilité des prédictions. C'est-à-dire qu'en fait, on veut essayer de faire plus de ventes avec moins d'abandon de souscripteurs, bien évidemment, mécaniquement. Et par ailleurs, l'idée aussi, c'était de préserver tous les intérêts business du process de souscription en mettant en place une corrélation entre les contre-mesures les plus contraignantes et les scores de risque les plus élevés. Et du coup, je vais laisser maintenant Julien présenter son contexte. Alors effectivement, donc nous on travaille également pour un constructeur automobile qu'on accompagne sur l'ensemble à l'année sur l'ensemble de sa stratégie data-driven, que ce soit de la définition de sa roadmap à son exécution. Et donc on mesure, on analyse, on met en place des dashboards, on définit des cas d'usage d'optimisation qui vont chercher du ROI et de la performance. Et c'est dans ce contexte en fait qu'on a développé ce projet. Donc, du fait qu'on les accompagne depuis un certain nombre d'années, qu'on a digitalisé, automatisé tout un tas de sets de données, aujourd'hui, on est en capacité justement d'aller sur des projets d'anticipation. Donc, notre ambition, c'était de passer d'un modèle d'analyse comparatif à un modèle d'analyse prédictif. Donc, on a réalisé ce cas d'usage qui vise à développer un modèle prédictif qui permet de déterminer analytiquement des objectifs de campagne en fonction de paramètres externes. Dans un but très simple, un seul objectif, c'est optimiser notre media planning. On verra dans le détail tout à l'heure, mais donc ce que ça change en fait. Aujourd'hui, nous, on les accompagne, on va continuer de les accompagner avec des instances de gouvernance mensuelles, trimestrielles, également sur des campagnes. Comment on fait? En fait, on a le dashboard, on les analyse, on fixe des objectifs, on voit s'ils sont atteints ou pas, on compare, c'est pour ça que je parle d'un modèle d'analyse comparatif, on compare par rapport à une année ou au mois passé et on définit avec notre client quels sont les éléments de comparaison, notamment pour les campagnes sur des modèles plus ou moins équivalents, des lancements, enfin voilà. Et donc demain, ce que ça va nous
nous permettre, c'est qu'on pourra, à l'aide de ces différents paramètres, donc de sources de données, hein, en l'occurrence, on pourra anticiper justement certains volumes. Et le fait d'anticiper ces volumes va nous permettre d'optimiser notre media planning pour les atteindre, ces fameux volumes. Donc voilà, on va vous expliquer quelle est la démarche qu'on a mis en place pour faire tout ça. Donc en fait, c'est une démarche qu'on a éprouvée parce qu'en fait, on travaille pour plusieurs clients sur des mêmes types de problématiques. Et aujourd'hui, on est assez serein sur cette démarche. C'est une démarche qui est en 4 temps. Donc il y a un premier temps qui est le cadrage, qui est hyper important. C'est vraiment définir quel est son besoin. Quel est son besoin, quel est son objectif, quel est le KPI qu'on va identifier et qu'on va aller chercher à prédire. Quels sont les sets de données? Et donc là, on verra aussi là-dessus, est-ce que j'ai des sets de données suffisants? Est-ce qu'ils sont bien liés à ma problématique? Et après, quelle est la suite d'outils qui va nous permettre d'aller chercher cette prédiction? Alors moi, je vais reprendre la main pour vous parler de la deuxième étape, qui est celle du préparation du dataset. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, parce qu'on va avoir un slide juste derrière qui va détailler plus spécifiquement cette étape. Mais en gros, l'idée, c'est de croiser et nettoyer les données, et notamment, on le fait avec un outil TL qu'on utilise beaucoup au cabinet, qui s'appelle Alteryx, et c'est avec celui-ci que on l'a fait. Donc, on détermine en fait ces workflows de data management et de préparation de données, et on commence à faire la sélection des variables, mais je vais rentrer dans le détail juste après. La troisième étape, qui est l'étape la plus importante et celle qui prend souvent du temps, c'est celle de l'entraînement lui-même des modèles, donc du machine learning. Et donc l'idée ici, c'est que déjà dans un premier temps, on sélectionne en fait un algorithme. Alors nous, dans notre cas, on a entraîné et sélectionné des modèles de machine learning en Python. À la base, qu'on s'est fait, donc on a un data scientist qui code en Python sur un notebook Jupyter et qui va tester différents modèles. Donc si je prends par exemple le cas de l'opérateur télécom, dans le cadre du score de fragilité économique notamment, il s'agissait de prédire le caractère soit fragile, soit non fragile d'un client ou d'un souscripteur potentiel. Et donc en gros, ça c'est ce qu'on appelle un problème en data science de classification binaire. Donc pour ce faire, on a testé différents algorithmes de data science pour voir celui qui était le plus adapté, donc SVM, XGBoost, Random Forest. Et en l'occurrence, on a retenu Random Forest par exemple, parce que il fait partie des algorithmes qu'on dit des méthodes ensemblistes. Donc ça nous permet notamment d'avoir une très bonne explicabilité du modèle, et donc ça nous permet d'avoir la capacité d'expliquer l'importance de chacune des variables dans la prédiction. Et ça donne de la transparence lorsque le métier nous interroge sur l'impact de chacune des variables sur la prédiction du modèle. Concrètement, en fait, comment ça fonctionne un random forest en 2 mots, c'est simplement on va utiliser un ensemble d'arbres de décision qui individuellement vont donner chacun un résultat moyen, en fait une prédiction, mais qui en moyennant l'ensemble de ces arbres va être plus robuste en fait. Donc concrètement, si plus la moitié des arbres prédisent fragile, bah, l'algo il dira prédiction fragile, et inversement, s'il prédit non fragile, ça sera non fragile. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on a sélectionné un algorithme, ce qui est important, ensuite, ça va être de déterminer ce qu'on appelle une mesure de performance de cet algorithme. Donc, il est important de bien choisir cette mesure de performance par rapport aux objectifs métiers. Pourquoi? Parce que si jamais on a des datasets qui révèlent les difficultés, par exemple, dans la problématique du score de risque de fragilité, on a souvent des datasets déséquilibrés, c'est-à-dire qu'on a une disproportion très importante entre les fragiles et les non fragiles. Typiquement, imaginons qu'on a un dataset où on a, je dis un chiffre un peu au hasard, 90% de non fragiles. Bah, si jamais on prend une métrique, par exemple en l'occurrence ce qu'on appelle l'accuracy en data science, bah, on risque d'avoir des taux de prédiction, de bonne prédiction très importants, et le risque c'est que l'algo fasse une prédiction de facilité en fait, et qui prédise tous les individus comme non fragiles en fait. Alors on aura l'impression qu'effectivement 90% c'est un très bon résultat, et en fait l'algorithme ne servira pas à grand chose en l'heure actuelle. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'avoir des métriques derrière. Donc nous, dans notre cas, on s'est servi notamment de sensibilité du taux de précision, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de data science. Et on s'est servi aussi de ce qu'on appelle l'AUC, l'Area Under Curve, pour mieux optimiser le modèle.
Euh, Ensuite, il y a un point qui est très important, mais je vais en parler un peu plus loin, c'est que lors de l'entraînement du modèle, il faut faire très attention au surapprentissage. Qu'est-ce qu'on appelle le surapprentissage? Le surapprentissage, c'est le fait que quand on a un modèle qui l'algorithme va très bien apprendre en fait et capturer les subtilités d'un jeu de données, mais il va être en incapacité de les généraliser efficacement à des nouvelles données. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut se prémunir. Et pour s'en prémunir, on utilise différentes techniques comme le découpage des données de jeu en test et apprentissage, la cross-validation ou des grilles comme le grid search. Je ne rentre pas plus dans les détails de data science. Une fois qu'on a validé ce modèle, ce qui est important après, et c'est la quatrième étape que vous voyez sur votre droite du slide, c'est après effectivement de l'industrialiser et de le mettre en production. Donc pour ce faire, on optimise le code Python et on l'intègre dans des workflows. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a packagé ce code et qu'on l'a intégré dans un workflow, dans un processus métier Alteryx, et en faisant bien entendu toute une série de batteries de tests pour optimiser en fait ce workflow. On analyse les résultats, on itère, on a une démarche empirique et on fait en sorte de l'optimiser au fur et à mesure en fonction des feedbacks du métier. Je vais ensuite passer du coup sur la partie de la deuxième étape, le dataset. Alors pourquoi un focus sur cette étape-là? Parce qu'elle est particulièrement importante, notamment à l'égard du travail sur les sources et du travail sur les variables. Ici, en fait, la métaphore qu'on voulait prendre, c'est un peu celle du chimiste. À la manière d'un chimiste, on va essayer de trouver un savant dosage dans les données pour essayer de trouver la meilleure formule en fait au niveau de cet algorithme. Donc le premier ingrédient au niveau de cette formule, ça va être les données internes. Donc typiquement, les données qu'on a utilisées dans le cadre de l'opérateur télécom, ça va être des données sociodémo, l'âge, le sexe, ce genre de choses, des données comportementales liées en fait à la consommation du souscripteur, donc les forfaits, les options de souscrit, le canal de souscription, etc. Ou également toutes les données qui ont trait justement aux financières, donc la banque, le mode de paiement, toutes les fois où il est rentré en plan de relance, les jours de prélèvement, etc. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, alors sur sa base de ces données, ce que j'ai important, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle donc le feature engineering. Le feature engineering, c'est en gros, ça consiste à faire en sorte de faire ressortir ce qu'on appelle les variables cachées, mais pertinentes pour le modèle. Typiquement, si on prend une variable de base qui va être, par exemple, je prends l'adresse email, si on extrait le nom de domaine de cette adresse email, Gmail, Outlook, Orange, en fait, c'est du feature engineering. On fait en sorte de créer une nouvelle variable sur la base de variables existantes. Donc ça, c'est ce qui est important. Le deuxième ingrédient après qu'on a ajouté, nous, ça va être des open data. C'est-à-dire que les open data, c'est ce qui va nous permettre d'enrichir le modèle et de faire en sorte de le fiabiliser. Donc, en l'occurrence, mais j'en parlerai un peu plus tard, nous, on s'est servi des bases INSEE qui sont particulièrement fiables et notamment des données macroéconomiques régionales au niveau des données de l'INSEE. En troisième étape, une fois qu'on a fait ça, l'important c'est de nettoyer les données. Typiquement, pour ce faire, on va faire en sorte de traiter tout ce qu'on appelle les données manquantes. Pourquoi? Parce que les algorithmes de machine learning n'aiment pas du tout en fait les données manquantes. Donc typiquement, pour les variables quantitatives, ce dont on va servir, c'est soit la moyenne, soit la médiane en fait de l'échantillon concerné ou du dataset concerné qu'on va imputer en fait aux souscripteurs sur lesquels les variables sont manquantes. Par ailleurs, ce qui est important aussi de noter, c'est que on va transformer toutes les variables qualitatives en variables quantitatives, et ça, c'est un process qu'on appelle la dumification. Je ne rentre pas plus dans le détail, c'est de la data science pure. Par contre, dernière étape qui est très importante sur cette partie donc de construction du dataset, c'est qu'une fois que on a fait cette sélection, l'idée c'est de faire en sorte d'avoir une sélection des variables en testant les corrélations et les corrélations des variables de façon à éliminer toutes les variables qui sont très corrélées entre elles, et surtout d'opérer des tests statistiques du type Ki2 ou ANOVA de façon en fait à également réduire le nombre de variables. C'est-à-dire typiquement l'exemple qu'on vous a mis sur le tableau que vous voyez ici, c'est que dans le cas de l'opérateur Telcom, on a réussi à réduire le nombre de variables de 176 à 41 seulement, et on a réussi à avoir un résultat en fait en termes de performance qui était quasiment équivalent. Et ça permet quoi? Ça permet notamment de gagner énormément de temps de calcul et de ressources machines lorsqu'on fait tourner le modèle. Donc voilà un peu pour cette phase de préparation du dataset et de feature engineering. Je vais laisser la parole du coup à Julien sur les principaux bénéfices marketing. Alors, sur la partie automobile, la démarche était claire et la finalité aussi, c'était que pour notre client, c'était de pouvoir valider ses objectifs marketing en optimisant son media planning. C'est-à-dire, en l'occurrence, on va voir juste après, j'ai un volume de leads à faire à l'année. Comment je peux tester différents scénarios au travers de ce modèle prédictif
pour optimiser mon média planning en conséquence des objectifs et des volumes que j'ai à réaliser. Donc effectivement, ce modèle prédictif m'aide à optimiser mon média planning. Alors, nous, de notre côté, en fait, en termes de synthèse, on avait trois bénéfices métiers principaux. Effectivement, le fait d'accroître les taux de souscription, c'est bien évidemment. L'autre bénéfice, c'est un bénéfice, on va dire, indirect, c'est le fait de fluidifier, en fait, les process. Et donc ça, en contrepartie du fait qu'on score mieux, qu'on prédit mieux, tous ceux qui, en fait, sont susceptibles de ne pas être fragiles. Donc, tous les non fragiles vont avoir une souscription et un accès à l'abonnement beaucoup plus fluide. Et du coup, en contrepartie, il y aura l'image en retour de l'opérateur télécom qui s'en ressentira. Et enfin, également, c'est au fur et à mesure, on va bonifier sa base client, notamment en optimisant la lifetime value. Parce que si on arrive à ne faire rentrer que des clients qui sont plus sûrs, qui sont moins risqués et qui en fait ne génèrent moins d'impayés, mécaniquement, ils génèrent plus de valeur pour le client et donc mécaniquement, ils ont une lifetime value plus importante dans le temps. Nous allons passer maintenant à la partie des facteurs clés de succès. Je te laisse la parole, Julien. Alors, un des premiers facteurs clés de succès, c'est de bien définir sa problématique et l'indicateur métier. Effectivement, donc pour bien prédire, il faut savoir ce qu'on veut prédire. Dans le cas du constructeur automobile, on a déjà voulu nous inscrire dans une démarche de performance et circonscrire cette démarche sur un périmètre précis. Donc du coup, on ne s'est pas dit, tiens, quel élément d'activité marketing initiale j'ai envie de prédire. On s'est plutôt focalisé sur une campagne qui permettait de plus circonscrire l'activité, être plus précis. Après, ce constructeur a différentes typologies de campagnes, des campagnes omnicanal, des campagnes fil rouge donc sur l'ensemble de l'année, des campagnes vidéo, des campagnes sociales, voilà. Donc là, c'est pareil. On s'est dit quelle campagne on va prédire. Donc, comme on est dans une démarche de performance, comme je vous le disais, et dans un souci aussi de simplicité, on a circonscrit à des campagnes fil rouge donc à l'année et 100% digital. Donc, quel objectif? Prédire les résultats d'une campagne fil rouge. Donc là déjà, on a cadré. Tout ça, ça se fait, je dirais, lors d'ateliers collaboratifs. Hein. On n'est pas du tout assertif avec nos clients. On définit avec eux les objectifs. À partir du moment où on avait défini qu'on voulait travailler sur une campagne fil rouge, on s'est dit quel indicateur on va essayer de prédire. Donc, comme je le disais, on était dans une démarche de performance, donc du coup, plutôt du bas de funnel, c'est-à-dire du lead, que du haut de funnel, de la notoriété, auquel cas je serais peut-être allé plus sur une campagne omnicanal où j'avais des médias, je dirais, de fort volume, enfin qui génèrent du trafic. Donc là, dans cette démarche de performance, on voulait du bas de funnel. Nous, le bas de funnel, quels sont les indicateurs clés du bas de funnel? C'est le lead, et qui se caractérise par quoi? En fait, par soit une demande d'essai, une demande de stock ou une demande de reprise de véhicule. Donc là, c'est pareil, on a donc circonscrit au KPI notre prédiction. Avant-dernier point, avec quoi on va jouer? Quelles sont les données qui vont nous permettre d'aller chercher cette prédiction? Donc là, on a capitalisé sur les données qu'on avait, puisqu'on les accompagnait depuis un certain nombre d'années, et sur lesquelles on avait un historique assez conséquent. Donc, en l'occurrence, c'était les données de type plan média national et local, des données social média, les données GA4, enfin Google Analytics, et des données open data liées au Covid, puisqu'en fait, on a mené cette démarche en 2020 avec plusieurs confinements, donc ça nous semblait pertinent, notamment sur la partie demande d'essai, de voir les impacts des cas sur la géographie et les concessions. À quelle granularité? C'est le dernier item, c'était au mois, en fait, tout simplement parce que c'est ce qui correspondait le plus au process d'ajustement actuel de media planning de notre client. Donc, à partir du moment où on circonscrit effectivement bien et correctement cette première phase, par la suite, c'est plus simple
d'avancer sereinement. Du côté de l'opérateur télécom, effectivement, de la même manière, pour bien prédire, il faut savoir ce qu'on va prédire et donc savoir qu'est-ce qu'un client à risque, qu'est-ce qu'un fragile économiquement, tout d'abord pour commencer. Typiquement, les questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon payeur ou qu'est-ce que c'est qu'un mauvais payeur? Est-ce que, donc, typiquement, on peut se poser ce type de questions à partir de quelle ancienneté d'un client, par exemple, qui n'a jamais généré d'impayé, on peut le considérer comme un bon payeur. Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'a pas généré d'impayé depuis 1 an, il n'a pas généré d'impayé depuis 2 ans, etc. Donc à partir de quelle durée? De la même manière, en fait, aussitôt qu'un client, est-ce qu'on doit attendre qu'il soit résilié ou qu'il doit avoir fait au moins défaut une fois, qu'il doit avoir généré au moins un impayé pour le labelliser, pour l'étiqueter bon payeur. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut effectivement déterminer. Et à l'inverse, est-ce qu'une personne qui a généré au moins un impayé au cours de sa vie doit être systématiquement considérée comme mauvais payeur? Donc voilà. Je vous donne encore un autre exemple. On sait, par exemple, dans le cadre des prélèvements CEPA, qu'il peut y avoir des erreurs techniques qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas du tout symptomatiques de la fragilité économique. Est-ce qu'il faut exclure en fait ces types d'erreurs techniques et comment on fait? Donc on peut avoir plein de cas de figure et ça c'est très important de bien circonscrire en fait ce qu'on veut prédire parce que de la définition métier de départ va dépendre en fait la prédiction. Donc dans notre cas par exemple la définition qu'on a retenue, on a considéré que était fragile économiquement toute personne qui était rentrée en plan de relance, sauf les personnes en fait qui avaient eu des erreurs techniques de prélèvement CEPA qui n'étaient pas révélatrices de fragilité. Et donc typiquement, on a exclu ces choses-là. On a exclu également au niveau du périmètre l'ensemble des souscripteurs qui étaient activés depuis moins de 3 mois, parce qu'on s'est aperçu qu'en dessous de 3 mois, on n'avait pas assez de recul pour qu'en fait déterminer si en fait la fragilité n'aura pas forcément eu le temps de se manifester par rapport à ce qu'on a pu observer dans l'historique. Et donc du coup, au moment de l'entraînement du modèle, on a retiré en fait le passif de tous ces souscripteurs. On a également, par exemple, retiré l'ensemble aussi des souscripteurs qui avaient été activés et résiliés le même jour. Donc, tous ceux qui ont été activés et résiliés le même jour, on les a sortis. Donc ça, c'est important. Et de la même manière, pour un fraudeur, il faut également se dire, qu'est-ce qu'on va considérer comme un fraudeur? Est-ce que c'est effectivement quelqu'un qu'on suspecte, qui est déjà bloqué par les contrôles existants? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bloqué pour tout autre motif que pour une suspicion de fragilité économique? Voilà exactement ce genre de choses. Et nous, la définition qu'on a retenue, métier, c'était des fraudeurs avérés qui vont, eux, fiabiliser le modèle prédictif. Alors, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que justement, ces cas de fraude, souvent, ne sont pas forcément très nombreux. Et donc, c'est là-dessus où on va après détailler les cas, les méthodes pour pouvoir effectivement se prévenir de ce type de problème. Et cette problématique, elle est applicable à, effectivement, dans ce cas précis, à l'opérateur télécom, mais elle est applicable à tout type de données de souscription ou de problématiques, en fait, de paiement, en fait, où on aura effectivement ce genre de contrôle, en fait, au moment du paiement, qui ferait qu'on bloquerait une partie des utilisateurs. Et il ne faut surtout pas se servir de ces utilisateurs si on n'a pas la certitude qu'il s'agissait de fraudeurs avérés. Du coup, je vais relaisser la main à Julien sur le deuxième facteur clé de succès. Tu as coupé ton micro, Julien. Merci Marc. Donc deuxième facteur clé de succès, une fois qu'on a bien cadré, c'est de bien valider en fait son historique de données et sa pertinence avec sa prédiction. Donc dans le cas du constructeur automobile, on est donc sur le fait de valider un volume de leads. Donc pour ce faire, donc du coup, comme je le disais, on a pris des éléments contextuels de campagne en fait. Des éléments de campagne, quel levier, quel objectif, quel partenaire, quel format. On avait également les outils, grâce à l'outil de lead management, la granularité associée au lead, donc son origine, sa date, le modèle sélectionné. Et pareil, également sur la partie social media, on avait tout ce qui était volume de followers, d'engagement et de publication. Derrière, donc, le data scientist nous a demandé un historique conséquent de données. Donc, en l'occurrence, il fallait un minimum de 2 ans. Nous, on avait 3 ans, donc ça tombait plutôt pas mal. Et puis, en fait, comme on était dans un contexte de crise sanitaire, avec des impacts forts pour le constructeur automobile, à savoir des ouvertures et des fermetures de concessions selon les types de confinement. Donc, du coup, on a pris des données sanitaires
Covid, en l'occurrence celle de European Data Portal, qui nous donnait le volume de cas et de décès. C'est pas tant pour le volume de décès que nous les avons pris, mais plutôt pour le volume de cas, en fait. Ça nous a permis de voir si le nombre de cas avait un impact, en fait, selon les régions, sur la prise de rendez-vous en concession. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette source Open Data. Côté opérateur télécom, alors effectivement, on va avoir le même type de source de données, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc on va collecter l'ensemble des produits achetés, des services souscrits, ce genre de choses, et on va faire en sorte également d'avoir un historique assez conséquent. Donc dans notre cas, on a été à 2 ans d'historique, et l'idée effectivement, c'est de se prémunir d'éventuelles variations saisonnières et de les identifier le cas échéant. Typiquement, on en parlait à l'instant, juste sur le slide auparavant, dans le cas des cas de fraude, on n'avait qu'une petite centaine de fraudes avérées qui étaient vraiment identifiées. Donc en fait, on avait un dataset qui était particulièrement déséquilibré, et du coup, pour faire en sorte de compenser ce biais, en fait, ce dataset unbalanced, comme on dit, on s'est servi de méthodes de sous-échantillonnage et de sur-échantillonnage de façon à avoir un dataset rééquilibré. Et en parallèle également, ce qu'on a fait, c'est que comme du coup, on considérait que l'entraînement détection de fraude était fait sur simplement certaines typologies de cas de fraude, on aurait un spectre en fait de détection qui serait trop restreint. Et on s'est servi du coup d'une méthode complémentaire, on l'a vu sur un des premiers slides, qui était ce qu'on appelle un système de clustering. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que comme le cas de nombre de fraudes, il était trop faible, on s'est dit que certains cas de fraude seront naturellement pas bien scorés, pas bien évalués. Et donc en fait, le cas d'alerte par clustering, ça nous permettait en fait d'avoir une aide objective complémentaire à la vérification humaine par les différents conseillers qui analysent le risque de fraude. Donc le principe en 3 étapes en fait du clustering, c'est quoi? C'est qu'on ordonne en fait les fraudeurs et les non fraudeurs par clustering. On voit dans quel cluster en fait se situe où il y a les plus importants taux de fraudeurs. Donc on identifie en gros les clusters à risque et on génère une alerte en fait si jamais en fait un souscripteur entrant en fait se situe et classifié en fait dans ce cluster à risque. Et après on intègre en fait cet outil de clustering à un processus métier, un workflow Alteryx en l'occurrence, de façon à avoir ce système d'alerte complémentaire. Enfin, dernière étape, on a effectivement enrichi les jeux de données avec notamment des données INSEE, et on les a enrichis à une maille assez fine. On a essayé de servir en fait de ce qu'on appelle les iris. Les iris, ça veut dire les îlots regroupés pour l'information statistique. Et donc c'est la maille géographique la plus fine que met à disposition l'INSEE et qui représente à peu près les quartiers en fait. Vous avez la maille du département, la maille de la commune et la maille de l'iris. En gros, c'est les quartiers différents dans une commune. Voilà un peu pour les types de données qu'on a pu utiliser et donc sur lesquels en fait il était important de construire un dataset sain et fiable. On va passer au facteur clé de succès suivant. Je te laisse la main du coup, Julien. Oui, tout à fait. Donc du coup, il faut en fait, le modèle prédictif, c'est un travail itératif, puisqu'au départ, on est dans un travail de conception, après un travail où on va avoir des premiers résultats, il faut vérifier si ces résultats collent à la réalité et s'il y a des écarts, essayer de les identifier. Donc, c'est vraiment un travail itératif. Donc nous, en l'occurrence, l'évaluation des performances de l'algorithme sur les 3 mois de test nous a démontré en fait que le modèle prédictif avait des tangibles imprécisions dans la prédiction du modèle pour certains des partenaires. Donc du coup, une fois qu'on avait identifié ça, on a commencé à faire des analyses et on a identifié qu'en fait que la disparité des résultats selon les partenaires était liée en fait à un déséquilibre dans les données d'entraînement de l'algorithme lors de la phase d'apprentissage. Donc en fait, il s'avère que l'historique des données, selon les partenaires, était en fait hétérogène. Et donc les prédictions n'ont pas été aussi précises d'un partenaire à l'autre. Donc du coup, de ce fait, on a dû devoir en fait réajuster la sélection de données, réentraîner le modèle in fine et opérer une nouvelle phase de test pour voir si avec ces nouveaux jeux de données, on avait également de nouveau ce type d'écart.
Côté opérateur télécom, en gros, j'ai voulu mettre en avant deux types d'exemples en fait, d'amélioration et d'optimisation en continu de l'algorithme. Le premier, en fait, c'est le fait que on a restreint le dataset d'origine. Pourquoi? Pour des raisons de performance et d'adaptation au process métier. Parce qu'en fait, le dataset d'origine, il était beaucoup trop important et surtout, il y avait des données qui n'étaient pas disponibles de façon quotidienne et qui ne permettaient pas du coup de rentrer dans un process métier qui nécessite en fait une évaluation vraiment au quotidien des souscripteurs entrants. La deuxième raison, c'est que il était très lourd en fait à mettre en œuvre dans un process métier. Et donc en fait, on est passé du coup d'un dataset qui était assez complexe à produire, qui demandait beaucoup de données qui étaient non disponibles, à un entraînement qui était sur une fraction plus réduite de données, mais qui a obtenu un score tout aussi performant et surtout qui était opérable par toutes les équipes. Et pour maximiser ça, en fait, on a injecté effectivement des open data à une maille plus granulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au démarrage, les données INSEE, on avait commencé à la maille communale. On s'était dit, bah voilà, au niveau de la ville, c'est suffisant. On devrait avoir des infos déjà importantes. Mais comme on a réduit le dataset d'origine et que du coup on a perdu en richesse sur certaines variables, eh ben, on a compensé en descendant à la maille Iris. Et donc typiquement, on est parti d'une logique qui se disait, bah, comme toutes les données ne sont pas forcément disponibles à la maille du quartier, notamment parce que typiquement l'INSEE, pour des raisons de confidentialité, en dessous de 200 individus ne va pas vous communiquer les valeurs en fait sur un taux. Et ben, on a complété en fait par la valeur la plus précise disponible. Donc typiquement, bah, si la maille Iris n'était pas disponible, on prenait la maille communale. Si la maille communale n'était pas disponible, on prenait la donnée départementale et ainsi de suite. Et pour tous les souscripteurs, parce que ça arrive pour lesquels, par exemple, on n'avait pas d'adresse postale qui était disponible, il y a environ à peu près 10 à 15% en fait des souscripteurs pour que c'était le cas à l'entrée en souscription, bah, on a complété par la moyenne des abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, comme les algorithmes n'acceptent pas les valeurs vides, et comme on vous l'a dit juste avant, et que c'est très mauvais pour l'entraînement du modèle, bah, on a pris ces moyennes et ces médianes en fait au niveau des souscripteurs. Donc ça, c'est deux exemples en fait pour vous montrer de quelle façon en fait on est parti d'un asset qui se voulait très exhaustif, très ambitieux, mais pour des raisons métiers et pour des raisons de performance, on a restreint les ambitions sur le dataset et on a trouvé des solutions en enrichissement pour obtenir un score qui soit opérable et surtout industrialisable et tout aussi performant. On va passer du coup au dernier facteur clé de succès. Et je te laisse. Non, c'est moi qui prends la main sur celui-là, effectivement. Simplement, un petit schéma pour vous illustrer un peu la façon dont on avait industrialisé le score dans le cadre de l'opérateur télécom. Et notamment, donc, comme je vous le disais, on s'est servi d'un outil Alteryx. Alors, pourquoi Alteryx pour implémenter les scores? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une solution reconnue, hein, au même titre qu'un Dataiku, qu'un Nime, enfin, ce type d'outil de data management qui pourrait faire l'affaire. Et surtout parce que il satisfaisait aux besoins d'analyse des données. C'est-à-dire que, il a l'avantage d'être un peu ce qu'on appelle citizen developer, c'est-à-dire qu'il est user-friendly, il est plutôt en glissé déplacé avec des icônes, enfin c'est pas forcément des lignes de code, et donc ça permet à des utilisateurs métiers, des utilisateurs fonctionnels de pouvoir facilement se l'approprier et manipuler les données. Et la deuxième raison aussi, c'est que on peut facilement le configurer avec des API et on peut facilement packager du code Python pour injecter des modèles prédictifs dedans. La deuxième raison, c'est qu'on avait un calendrier projet également assez contraint, donc ça nous a contraint à aller chercher une solution sur étagère. Et la troisième raison, c'est que c'était financièrement acceptable par le client, c'est que la tarification est relativement raisonnable en termes de coût de licence au niveau de cette solution, et donc ça nous a permis de la mettre en place assez rapidement. Ce qu'on voulait vous évoquer au travers de ce quatrième facteur clé de succès, c'est tout ce qui a trait en termes de points de vigilance et points d'attention au moment de l'automatisation. Et notamment, ce qui est très important, c'est qu'il faut que le score le modèle prédictif que vous allez implémenter, il faut qu'il puisse s'intégrer facilement au processus métier actuel, de façon à que la prise en main par les opérateurs, les conseillers, soit aisée, soit facile, et surtout pour faciliter l'adhésion des équipes. Donc par exemple dans le cas des scores de fraude et fragilité, il suffisait simplement de cliquer sur un bouton en fait run sur le workflow Alteryx et en sortie en moins de 2 minutes, on avait l'ensemble des scores des souscripteurs de la journée qui sortaient. Donc ça c'est très important en fait d'avoir quelque chose qui soit facile et qui soit pas contraignant d'un point de vue workflow. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est de s'appuyer sur des ambassadeurs. Nous dans notre cas typiquement, on s'est appuyé sur le responsable du département risque et recouvrement qui s'est vite familiarisé avec l'outil et qui l'a lui-même formé en fait
propres collaborateurs en interne à ce process, bon, qui n'était pas très bien compliqué, on vous l'a expliqué, effectivement, parce qu'il suffisait de cliquer sur un bouton pour le générer. Et enfin, le dernier point de vigilance qui est très important, c'est la notion de prise de recul, en fait. Il faut surtout pas omettre la connaissance métier. C'est-à-dire que le score, ça demeure avant tout un outil d'aide à la décision, d'accompagnement des équipes. C'est pas un arbitre ou c'est pas un juge qui va venir trancher, en fait, un point. Il est vraiment là pour accompagner, en gros, ce qu'on va dire, l'analyse éclairée des équipes, mais il n'est pas là pour la remplacer. Donc, ça doit être vécu avant tout comme un facilitateur. Donc, effectivement, un des principaux bénéfices, surtout de ce genre d'outils, c'est le gain de temps et c'est le fait d'orienter les axes de travail des équipes et de se concentrer vraiment sur les souscripteurs qui sont à risque. Je vais te laisser à la main, Julien. Donc nous, de notre côté, bon, on a des facteurs similaires, mais néanmoins, déjà, moi, premier warning, c'est attention avant de passer à la phase d'industrialisation. Est-ce que le modèle prédictif répond toujours à l'objectif qu'on s'est fixé? Et est-ce que les données les résultats issus des différentes phases de test nous permettent de nous dire, OK, on va plus loin. En l'occurrence, nous, la problématique qu'on a eue, c'est on était en phase de confinement, enfin, l'ensemble de l'année 2020, donc on avait subi plusieurs phases de confinement. Donc, du coup, on avait les concessions qui ouvraient, qui fermaient, qui ouvraient, qui fermaient, ce qui ne plaisait pas forcément trop à l'algorithme. Et en parallèle, on avait de manière intrinsèque des évolutions sur le pilotage du media planning. On voyait tout à l'heure que concrètement, on mettait le volume d'investissement sur certains partenaires évoluait selon les mois, et donc du coup tout ça perturbait en fait, si vous voulez, l'algorithme. Donc déjà bien s'assurer que ça répond aux objectifs de départ. Comme le disait Marc, lorsqu'on industrialise, il faut s'assurer que pour rendre opérant ce modèle prédictif, qu'il soit facile à piloter. Donc, nous, en l'occurrence, il y avait vraiment une notion de tester différents scénarios pour optimiser son média planning. Ce mois-ci, je suis en retard sur mon volume de lead à l'année, je voudrais accélérer sur le volume de lead, donc je vais dans un outil pour mettre différentes hypothèses et voir si je peux récupérer ce retard. Si cet outil, c'est remplir 50 lignes d'un fichier Excel, c'est pas possible. Donc ça ne sera pas fait, même si c'est le cabinet qui le fait au début en accompagnement. Donc il faut quand même s'assurer que la mise en place, la mise en œuvre soit facile et soit entre guillemets user friendly. Donc là, ça décide peut-être de développer une interface. Et enfin, troisième item, comme le disait Marc également. Pour moi, le machine learning est au service de l'humain et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut piloter ce modèle prédictif, il faut chaque mois analyser les écarts, voire essayer de les comprendre pour optimiser le modèle et pourquoi pas le réentraîner. Donc, avec une gouvernance nécessaire à mettre en place, c'est pas juste j'appuie sur un bouton, je vois ce qui se passe et j'avance. Donc voilà ce qu'on a pu, nous, sur la partie automobile, essuyer comme retour d'expérience. Nous en avons fini, du coup, et je pense que je vous propose de peut-être passer à la phase des questions-réponses. Et il nous reste 2-3 minutes, le question, 1 minute, il y en a 44 minutes, je vois. Voir ce que j'ai comme question. Alors, j'ai une question de Laurent qui nous demande en fait comment déclare-t-on ces traitements à la CNIL RGPD et quelles sont les bonnes pratiques. Alors ça, en fait, c'est typiquement sur un opérateur télécom. En fait, le traitement des données, il est validé en fait par un agrément, par une collecte de consentement qui a lieu au moment du process en fait de souscription. C'est-à-dire que mécaniquement, et c'est un usage légitime pour le coup de traitement des données, aux bonnes fins en fait de souscription, on va avoir besoin en fait de collecter de la donnée personnelle et de travailler cette donnée personnelle. Et du coup, mécaniquement, cette collecte de consentement en fait va avoir lieu à ce moment-là. Et donc le souscripteur en est averti à ce moment-là, et c'est ce qu'on appelle un intérêt légitime, puisque bien évidemment, si on ne peut pas scorer en fait la personne, c'est un peu comme quand on fait une demande de crédit ou d'assurance. L'intérêt légitime, c'est de pouvoir scorer en fait le souscripteur qui va faire cette demande de crédit. Et donc mécaniquement, on va avoir un traitement dessus, et donc il en est averti à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui se prévoit en amont dans les process métiers, c'est généralement au moment des demandes de souscription.
Voilà. En termes de bonnes pratiques, l'idée c'est effectivement d'avoir si possible, alors bien entendu ces petites applications légales, c'est de bien préciser à chaque fois pour chaque type de données, en fait, le type de traitement qui vont être faits, c'est une obligation. Effectivement, si elle est traitée par des partenaires, le cas échéant, chez quel partenaire elle va transiter. Et pour chacune, en fait, d'illustrer pour quelle finalité, c'est ce qu'on appelle les finalités en jargon juridique, chaque type de données va être collecté. Donc ça, si possible, il faut que ce soit sur des explications qui restent simples et le moins jargonnant d'un point de vue juridique, parce que sinon on a des taux d'acceptation qui sont beaucoup plus faibles. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Je vais regarder. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en aviez. Non, je ne crois pas. Pas de questions. Écoutez, en tout cas, merci de votre participation. Si, attends, je vois une question. Juste y a-t-il Ah, prévu des phases de learning successives post-implémentation par les Ah oui, tout à fait. Alors, merci Pierre-Yves de cette question. Tout à fait. Ce qui est très important, c'est la mise à jour de l'algorithme. Typiquement, quand on a des référentiels, en fait, qui interviennent dans le dataset pour l'apprentissage, prenons le cas de l'opérateur télécom, typiquement, le parc de forfaits et le parc de mobiles qu'on peut souscrire et qui peut être subventionné évolue bien évidemment tous les mois ou tous les ans à minima. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a une mise à jour qui soit indispensable à échéance régulière, mais qui ne vienne pas non plus faire une optimisation à epsilon en fait du modèle. Donc ce qu'on avait convenu nous avec l'opérateur, c'est qu'on se faisait un point de vérification trimestrielle et un réapprentissage au moins minimum semestriel en fait pour que les bases de référentiel soient bien à jour au niveau de cet algorithme. Donc oui, effectivement, il faut réentraîner les modèles. Alors sachant que sur certains modèles de machine learning, on va avoir ce qu'on appelle l'apprentissage en continu. Nous, on était sur effectivement un modèle en fait en apprentissage one shot, donc on encapsule le modèle une fois qu'il est entraîné, mais on peut tout à fait après, dans des cadres de machine learning ou sur des projets beaucoup plus vastes, être ce qu'on appelle en entraînement continu, en fait, en apprentissage continu du modèle. Je crois que du coup, on a fait le tour des questions et qu'on va pouvoir clôturer du coup le chat. Il ne nous reste plus qu'à, comme disait Julien, à vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez de plus amples questions sur le sujet. On sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.